Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Lucie, bonjour Maude. Bonjour. Bienvenue à tous. Je vois que ça se connecte. Ça vient nous dire coucou dans le chat, c'est sympa. On se sent moins seul face à nos écrans. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Grand programme aujourd'hui. On va vous parler discours, on va vous parler positionnement avec Maude, qui a l'habitude d'accompagner des commerciaux et des directions commerciales dans ces sujets importants et pas toujours maîtrisés dans nos secteurs parce qu'on n'a pas toujours été formés à ça. C'est pas toujours évident pour nous de savoir quoi faire, mais vous allez voir que c'est très intéressant et ça résonne beaucoup aussi avec les épisodes qu'on a fait sur LinkedIn. Notamment le dernier où on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à aller contacter des prospects. Bon, contacter un prospect sans discours et sans positionnement, c'est un petit peu plus difficile. Vous mettez des bâtons dans les roues. Donc c'est bien parce que les deux vont vous être utiles ensemble aussi. Lucie, tu me dis quand on démarre, moi je ne vois pas les compteurs. Ah si, je les vois. Erreur. Je découvre la plateforme. On peut attendre encore un petit peu. Je reconnais des noms, je ne sais pas si tout le monde nous connaît, donc je pense que je vais commencer par nous présenter nous, pendant que ça se connecte, et puis comme ça, Maud, après, tu pourras toi te présenter quand il y aura un petit peu plus de monde. Donc Lucie et moi, on est de l'équipe Booking Check. Lucie s'occupe de tout le contenu, donc tous les podcasts, les blogs, les newsletters, les webinars, les lives. C'est grâce à Lucie, vous pouvez lui faire la hola. C'est grâce à elle que vous avez plein de ressources. C'est ça. Moi, je suis Clémence, la cofondatrice et CEO de Booking Check. Booking Check, oui, fait beaucoup de contenu, mais ça n'est pas notre cœur de métier parce qu'il y en a encore qui ne le savent pas. Donc, je le répète à chaque fois, notre cœur de métier, c'est de vous fournir un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre activité commerciale, groupe et événements au sein de vos établissements, hôteliers, restaurants, lieux événementiels. Voilà. Et donc, autour de ce logiciel, on essaye de vous apporter beaucoup d'expertise sur le métier pour que les deux se mettent en symbiose et que vous ayez des résultats exceptionnels. Voilà, c'est le but un petit peu de ces synergies. On va peut-être démarrer doucement. Lucie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense qu'on est pas mal. Il y en a qui nous rattraperont, je pense, comme Il d'habitude. y a toujours des retardataires. Il y a des personnes qui arrivent en cours. Maud, est-ce que tu nous racontes un petit peu, toi, ce que tu fais, qui tu es, avant de plonger dans notre sujet ? Avant de plonger dans les sales et le commercial. Avec C'est ça. plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Maud Icari et je suis tombée dans le monde de l'hôtellerie et du commercial dès mon premier stage, en fait. Moi, j'ai commencé chez Four Seasons au Georges V. Après, j'ai continué au siège où je suis devenue, poste après poste, j'ai gravi les échelons et je suis devenue la directrice régionale commerciale pour la chaîne. Donc, en fait, je supervisais une dizaine de pays. Multisegments. Donc, on parle de multisegments, on parle d'individuels, de voyageurs individuels, donc business loisirs, de groupes, event, incentive et congrès. Donc, voilà, un petit peu de tout. Les 10 pays étaient sur une zone chez Four Ouais. Seasons ou... Oui, On se c'était découpe quelle le zone ? monde. Ok. Tout à fait. Moi, je faisais de la Scandinavie au Portugal. Ok. Donc, Ah oui, une belle zone. une bande culturellement variée. Oui. Et c'est ça qui est fascinant, d'ailleurs, avec l'Europe, je pense. Donc, effectivement, la Scandinavie, Benelux, France, et puis Espagne, Portugal, et un petit peu d'Italie aussi. Donc, c'était, Ok. on coupe vraiment les régions en fonction des bureaux et puis aussi en fonction, on en parlera, mais des affects et puis des compétences de chacun, c'est important. Et donc, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. C'était une très belle école parce qu'on est forcément dans le vif du sujet lorsqu'on représente 115 hôtels, ça veut dire 115 équipes commerciales, ça veut dire autant de commerciaux à accompagner sur le terrain. Donc j'ai vu beaucoup de commerciaux, jeunes, moins jeunes,
J'ai accompagné les responsables des ventes, que ce soit de New York, du Japon, de Bangkok ou de Budapest ou Marrakech, rencontrer les clients sur mes territoires. Donc, c'était vraiment ce rôle qui me permettait de voir le métier de commercial à 360 degrés, de manière à la fois mondiale, culturelle, et puis aussi en termes de compétences. Ça m'a énormément plu, mais j'ai vu aussi d'énormes disparités, alors qu'on était déjà chez Four Seasons, donc une compagnie qui se veut exigeante, et néanmoins des disparités au niveau de la formation, au niveau de la posture commerciale, au niveau de l'attitude, et finalement au niveau du savoir-faire commercial. C'est ça qui m'a donné envie petit à petit d'aller résoudre ce souci, cette problématique. Donc j'ai commencé par enseigner, parce que je pense que ça va sûrement parler à nombre d'entre vous, mais si on regarde un petit peu du côté de nos études, il n'y a pas de cours de vente. On a des cours de marketing, on a des cours de gestion. Qu'on ait fait une école hôtelière ou une école de commerce, moi j'ai fait les deux. J'ai jamais eu de cours de commercial. J'ai jamais eu de cours de business development. J'ai eu des cours, je connais un SWOT, je peux faire un positionnement marketing, mais on m'a jamais expliqué comment prospecter ou même comment gérer ma pipeline. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Booking Check, mais malheureusement, tout le monde n'a pas encore Booking Check. Donc, j'ai déjà eu envie d'aller enseigner pour parler un peu des métiers de la vente qui sont culturellement encore un petit peu mal vus en France. Il y a toujours ce côté un peu vendeur de tapis qu'on aime beaucoup. Et donc, j'ai commencé par enseigner, et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise de conseil, formation et accompagnement commercial depuis maintenant 4 ans, Maple Consulting, effectivement. Et écoute, Clémence, nous, on s'est rencontrés parce que justement, je faisais un point sur les différents outils qui pouvaient accompagner les hôtels. On avait régulièrement des problématiques. On me faisait venir pour former et pour conseiller des chaînes hôtelières. Et j'arrivais dans des bureaux où il n'y avait aucun outil, pas d'Excel, pas de base de données, pas de pipeline. Certains peut-être ne savent même pas ce qu'est une pipeline. Enfin, j'espère pas, mais c'est possible. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Clémence et découvrir son très bel outil Booking Check qui répond à de nombreuses problématiques aujourd'hui qu'on peut avoir en tant qu'équipe commerciale. Tout à fait. Et c'est là où on a commencé à discuter et qu'on était clairement alignés. On s'est retrouvés très alignés. Donc, on en profite et on vous partage tout ça aujourd'hui. Donc, on va parler de la posture et du discours. Moi, ce que j'aime bien toujours, c'est commencer par un petit peu un état des lieux. Ce que je trouve important de se dire où est-ce que, en moyenne, on en est sur le secteur pour comprendre vers quoi on veut aller. Je trouve pour nos auditeurs aujourd'hui, ça permet de se dire « Ah oui, je me reconnais là-dedans » et donc ça me donne un petit peu des objectifs, des envies. Pourquoi est-ce que toi, quand tu arrives, par exemple, sur un accompagnement d'un établissement, tu vas considérer déjà que les commerciaux font un travail de commerciaux ou pas? Parce que ça, c'est déjà quelque chose qui arrive souvent. C'est un très bon point, commencer par la base. Déjà, qu'est-ce qu'un travail de commercial? J'arrive régulièrement dans des établissements où les commerciaux font de la gestion d'emails entrants. Moi, j'appelle ça le standard. Voilà. Donc, en soi, je pense qu'on est tous témoins sur ce webinaire que les journées, que lorsqu'on est commercial, elles sont toujours trop courtes. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, on court partout. Est-ce que pour autant, on est efficace et performant dans notre job de commercial? C'est là où malheureusement, c'est rarement le cas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de commerciaux, en gros, arrivent dans un poste, on leur donne une boîte mail, un téléphone, et on leur dit, réponds à ce qui rentre. Donc, c'est bien sûr, à un moment, il va falloir répondre aux emails rentrants, bien sûr. Mais voilà, juste répondre et envoyer des propositions sans réflexion, sans stratégie. Bon, déjà, c'est un peu dommage parce qu'on pourrait utiliser nos journées pour aussi s'épanouir personnellement en se disant qu'est-ce que je fais en fait et pourquoi je le fais. Mais surtout, c'est des commerciaux qui vont juste trahir leur boîte mail, faire de proposition sur proposition. Ils auront envoyé 15 devis sur la journée et le lendemain, la journée recommence. Effectivement.
Tout à fait. Donc, moi, j'aime bien mettre des exemples et c'est des exemples que j'ai vécus. Donc, vraiment, comme je dis toujours, on n'est pas là pour se jeter la pierre, on est entre nous. A priori, les bêtises ou les problèmes que vous vivez, on les a fait avec Maud et Lucie. Oui. Toutes les trois, on a connu la même chose. Oui. Donc, on est entre nous, pas de jugement. Mais en effet, on a des gros rôles de standardistes pour de la gestion de notre demande entrante. Moi, je trouve aussi qu'on est souvent des assistantes administratives. Je mets au féminin parce qu'on est quand même beaucoup de femmes. Donc, pour une fois, on va prendre le féminin on va prendre le féminin en majorité parce qu'on est majoritaire, mais messieurs, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes dans nos collègues aussi, mais on est souvent des assistantes administratives parce que faire des devis, faire des factures, faire des fiches de fonction en 5 exemplaires, c'est de l'administratif, c'est faire des documents. Il y a quelque chose que tu m'avais dit que j'avais beaucoup aimé, Maud. On est souvent des catalogues vivants. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? C'est un sujet que tu aimes bien, je crois. J'adore. Et en fait, je vais faire un peu ma vieille sage. Hein. Voilà, hein, je pense que je suis un peu plus vieille que la plupart des gens sur cet appel. Mais effectivement, on a cette vision du commercial, comme quoi on est là pour transmettre toutes les informations de l'hôtel. C'est fascinant, et même aujourd'hui, fin 2025. Donc, on va avoir tendance à vouloir donner toutes les informations, donc que ce soit en présentation rendez-vous client, où je vais avoir des commerciaux qui vont avoir un PowerPoint de 30 slides avec chaque type de chambre, qui vont préciser la taille de la salle de bain, qui vont vraiment vouloir jeter toutes leurs informations, parce que pour eux, c'est assez rassurant, vu qu'ils n'ont pas été formés différemment. Soit par mail, pareil, vous allez vouloir faire un devis et vous allez tout mettre, quoi. Voilà tout ce qu'on peut faire, c'est parti. Et c'est fascinant. Moi, j'ai un exemple que je prends qui est assez simple, hein, mais si vous rentrez dans une boutique, on fait tout du shopping. Vous rentrez dans une boutique et vous êtes à la recherche d'une robe verte pour le mariage de votre frère. Et la thématique, c'est vert. Bon, allez savoir pourquoi. Vous rentrez dans cette boutique, vous rentrez dans la boutique et la vendeuse, elle va vous dire: bienvenue dans ma boutique, j'ai du rouge, du jaune, des robes, des chaussures, des sacs à main, j'ai tout, et je vous montre tout de suite. Non, c'est un peu trop, c'est pas ce que vous voulez, vous avez l'impression que vous allez perdre du temps, ça vous viendrait pas à l'idée en fait d'avoir une expérience de shopping agréable dans ces conditions-là. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Parce que je pense qu'il y a vraiment un souci de formation et de compréhension du rôle de commercial. C'est un petit peu historique, hein. Je dis pas que c'est de la faute, c'est de votre faute. C'est historiquement, il faut repartir 50 ans en arrière. Il y a 50 ans, quand vous étiez un hôtel ou un espace de restauration ou d'événementiel, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas TripAdvisor, il n'y avait pas Instagram. Et donc, effectivement, il y a 50 ans, le rôle de commercial, lorsque vous alliez sur des salons ou rencontrer, était de passer des informations auxquelles vous n'aviez pas accès. Et pas cet accès. C'était impossible. Donc, effectivement, avant, un sales avait un rôle un peu de porte d'entrée au monde de l'information. Mais aujourd'hui, l'information, elle est partout. Elle est sur votre téléphone, elle est sur ce site internet, elle est sur Instagram. Je veux dire, votre établissement ou vos lieux d'événement, l'information, elle est disponible. Et donc, c'est pour ça que cette posture de commercial évolue et qu'aujourd'hui, toujours vouloir donner des informations, ça fait plus mouche, ça fonctionne plus du tout. Et donc, ce catalogue, il faut l'oublier. Il appartient un peu au Moyen-Âge, quoi. C'est le commercial d'avant. Donc, si je résume ce que nous dit Maud, bien sûr que vous allez toujours avoir un catalogue, bien sûr que vous devez le connaître, mais c'est pas la peine de le réciter comme une jolie poésie à votre prospect. Il attend autre chose de votre part et on va voir quoi. Vous êtes très utile, mais ailleurs. Donc, maintenant qu'on sait un petit peu ce qu'on fait, généralement, on va parler de ce qu'on devrait faire, ce qui est vraiment dans les marqueurs du métier de commercial. Est-ce que toi, tu as ta définition un peu à toi de ce qu'est le métier quand tu t'occupes d'équipe et que tu leur dis votre métier, c'est ça? Déjà, je reviens aux bases, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va un de vos clients, quel que soit votre client, il va être client parce qu'il a un besoin ou parce qu'il a une envie.
Vous n'allez forcer personne à être client. Moi, demain, si j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me vendre un scooter, je n'ai ni besoin d'un scooter, ni envie d'un scooter, je n'achèterai pas un scooter. Voilà. Donc, on le sait comme ça, Maud. Comment ? T'appelleras pas pour un scooter. Non, mais de repartir, de dédramatiser aussi ce côté commercial où vous forcez personne à acheter et vous forcez personne non plus à faire une démarche. Le rôle d'un commercial aujourd'hui, c'est d'apporter une solution à une problématique. Donc, votre client a une problématique. Sa problématique, c'est qu'il a ou besoin ou envie d'un espace, d'un hôtel, d'un lieu de séminaire. Il a ce besoin parce qu'il doit faire une réunion, un COMEX. Il a envie parce qu'il a envie de fêter les 40 ans, ses 40 ans avec ses copains. Peu importe, mais il y a un besoin ou une envie, en fait. C'est pas vous qui allez ni créer ce besoin ni cette envie. Et vous, par contre, votre rôle de commercial aujourd'hui, et moi, la définition de commercial aujourd'hui, c'est d'apporter la solution à cette problématique avec la valeur ajoutée pour répondre à ce besoin et cette envie. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas avoir la réponse à tous les besoins et à toutes les envies de vos clients. Parfois, vous ne serez pas la bonne réponse. Et c'est pas grave. Et on en verra encore un petit peu après sur le relationnel qu'on va mettre en place. Mais surtout, c'est bien de comprendre qu'en tant que commercial aujourd'hui, c'est d'apporter une solution à une problématique. Et c'est pas de faire une transaction, ce n'est pas de faire une vente. Surtout dans notre industrie de l'émotion et de l'expérience. C'est vraiment d'apporter une solution à une problématique client et par la suite, du coup, une expérience à une problématique client. On a une question, on a la première question du live ouais. Qui nous dit, on entend souvent des commerciaux dire « je suis 100% d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'ai pas le temps de faire tout ça ». Donc, et on en parlait au début, tu disais, en fait, on a des journées qui sont démentielles. On reçoit de la demande et on traite de la demande entrante à l'appel. Comment est-ce que, selon toi, on prend du recul et on remet des bases pour avoir justement une stratégie commerciale et ne plus subir du volume entrant? C'est vraiment difficile. Hein. De nouveau, on l'a tous vécu. Voilà, croyez-moi, quand on était une petite équipe de sales, j'entends 2 sales sur 5 hôtels. Maintenant, on était 3 sales pour représenter 115 hôtels sur 10 pays. J'entends bien. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai créé ma structure. C'est qu'en fait, très vite, il a fallu partir sur la performance et comment optimiser le retour sur investissement du temps qu'on passe. Et c'est vraiment... en fait, c'est comme une mue. Vous allez devoir opérer une transition. Et pendant ce temps de transition, moi, je suis pas là avec une baguette magique, avec de fausses promesses. Hein. Pendant la transition, c'est difficile. C'est de se dire, je prends mon calendrier. Et dans ce calendrier, il faut absolument que je bloque. On va commencer par 2 heures par semaine. Et après, on va essayer de faire monter ça. Mais il faut que je bloque 2 heures par semaine. Et ensuite, ça sera peut-être 2 fois 2 heures par semaine. De moments qui sont des moments qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est important. Et il faut garder en tête, et là, du coup, on dérive un peu sur la gestion du temps, mais en tant que commercial, c'est clé. Souvent, les moments importants et les actions importantes ne sont pas urgentes. Et du coup, si vous êtes tout le temps en train de gérer l'urgence, vous allez continuer à tout le temps gérer l'urgence et à tout le temps subir. Totalement. Et c'est très difficile de vous dire, là, je me bloque 2 heures, c'est jamais prioritaire. Se bloquer 2 heures dans un calendrier pour aller rappeler les plus gros les clients de l'année 2024 alors que vous avez 10 demandes entrantes. Mais non, vous avez envie de vider votre boîte, vous avez envie de répondre aux 10 demandes entrantes. Mais surtout dans l'hôtellerie-restauration où je trouve qu'on a des services autour de nous qui gèrent du présent. Un client, quand il rentre dans un restaurant, on ne va pas le prendre en charge dans 2 semaines. Mais on va le prendre en charge maintenant. Moi, je sais que ce qui m'a aidée, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que j'ai appris à accepter de me mettre en retard pour me remettre en avance. Oui. En effet, c'est très dur. Et je me disais, cette semaine-là, ça va être une semaine... on va pas être incroyable sur la prise en charge. Alors évidemment, ça passe un peu mieux sur des périodes où on n'a pas les plus grosses demandes de l'année. Et il y en a plein. On va peut-être pas faire ça au moment où on reçoit nos plus belles demandes. C'est pas l'idée du siècle. Mais il y a plein de périodes où, oui, on reçoit de la demande, mais c'est pas les plus grosses. On se met en retard pour se remettre en avance parce que généralement, quand on met en place de la stratégie, des process, etc., on reprend de l'avance.
Et là, Clémence, pour te suivre là-dessus, et c'est ça qui est bien dans ces conversations spontanées, c'est qu'on est en train de partir sur finalement autre chose, mais qui est essentiel au métier de commercial, c'est que pour en revenir au début, moi, ce que je constate, c'est que les commerciaux vivent leur quotidien au jour le jour. C'est-à-dire, j'arrive dans un bureau, on remplit les boîtes mail, on répond aux demandes. Allez, maximum, ils regardent la semaine pour la semaine, mais encore, franchement, généralement, c'est au jour le jour. Et ce que tu dis est vraiment la clé de tout ça, c'est déjà essayer de dézoomer du quotidien et de reprendre l'année en cours, en fait. Quand tu es commercial, aujourd'hui, ton année, elle fait 12 mois. C'est pas 365 jours, c'est 12 mois. Et sur ces 12 mois, il y a forcément, 2 mois minimum où c'est un peu plus creux. Oui. Un novembre, un février-mars, Un tu août. es dans un hôtel du Sud, janvier-février, c'est plus calme, tu es dans un hôtel du ski, ça ralentit en mois de mai, par exemple. Donc, il y a toujours une période un peu plus calme. Alors, souvent, on va me dire, oui, mais c'est là où tout le monde pose ses vacances, donc c'est pas plus calme. J'entends bien sûr. Mais sur ces périodes un petit peu où on subit moins, c'est là où tu vas pouvoir aussi bloquer ces créneaux de dézoomage, où tu vas pouvoir anticiper et mettre un petit peu de stratégie. On en revient au webinaire très intéressant que vous avez fait avec Delphine sur la base de données, d'aller chercher qui sont mes producteurs de 2024 pour que je rappelle mes producteurs de 2024, pour que potentiellement ils me fassent déjà leur demande de début 2026 et pour que en janvier 2026, je ne sois pas en train de paniquer parce que j'ai rien dans ma pipeline pour que justement j'ai pu anticiper. Mais pendant que vous faites cette transition, c'est une transition. Oui, il y a du c'est rock'n'roll. Confortable, clairement. Voilà. Elle est confortable, c'est de changer des habitudes de travail. Et si votre direction, en plus, si votre directeur commercial et marketing n'est pas dans cette optique-là, car malheureusement, souvent, c'est pas toujours le cas, c'est un peu à l'ancienne, genre je te donne un téléphone, passe des coups de fil et prospecte des listes sur LinkedIn. Oui, mais il faut aussi revoir les bases et travailler de manière efficace et intelligente, donc dézoomer un petit peu. Donc, je suis d'accord, 2 selles sur 5 hôtels, on croule sous les demandes. Là, par exemple, septembre, c'est jamais le bon moment pour aller faire de la stratégie parce que septembre, on est tous sous l'eau. Voilà. Donc, septembre, il faut juste se dire, septembre, le but, c'est de survivre. Voilà, c'est pas grave. J'essayerai de me remettre de la stratégie en novembre. Okay. Mais déjà, les vacances d'octobre, des fois, il y a un petit peu. Exactement. Déjà d'identifier sur le trimestre une période où on peut déjà commencer à essayer de changer ses habitudes et pas subir sa pipeline. Et tu disais quelque chose aussi de très intéressant. Maud était en train de nous dire, je rappelle 2024 qui va me booker 2026, etc. Devinez quoi, quand les contrats sont signés, on est moins avec nos 15 demandes par jour parce qu'en fait, on n'a rien parce qu'on n'a pas le temps. Donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Ça raccroche les wagons. Prendre du retard pour en gagner, c'est un peu contre-intuitif dans nos métiers, mais ça marche, promis. Du coup, je vais nous ramener vers notre sujet. Il y a beaucoup de choses à discuter, surtout continuer à poser les questions, ça nous fait bouger un peu. La première partie que je veux qu'on voit ensemble, c'est de transformer la transaction en relation. Et c'est ce que tu commences à évoquer tout à l'heure sur la vente, qui n'est plus une vente. Donc, est-ce qu'on doit vendre à tout prix ou est-ce qu'on doit aider nos clients à acheter? Est-ce que c'est pas plutôt ça? C'est ce que tu disais. En fait, un commercial, c'est un faiseur de solutions. Et du coup, selon toi, si on peut creuser un peu ce sujet, qu'est-ce qu'attend un client aujourd'hui, donc où toutes les informations sur l'établissement vont être accessibles un peu partout. Qu'est-ce qu'attend un client de nous commerciaux? Qu'est-ce qu'on va lui apporter comme information autre que notre chère plaquette qu'on adore, qui est importante. Voilà, je pense qu'elle est nécessaire, mais ce n'est pas elle qui fait tout le travail, effectivement. Heureusement. Sinon, on va la mettre en ligne et puis voilà, on ira en vacances. Et ça se remplit tout seul. Non, mais effectivement, le client aujourd'hui est comme vous, il n'a pas le temps, tout simplement. On manque tous de temps. Donc, à partir du moment où vous, en tant que commercial, vous apportez une solution à sa problématique et un gain de temps, c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer votre relationnel avec vos clients. Et ce qui est important, c'est vraiment de se dire que la réponse,
Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre cette image-là, mais de vraiment vous dire que c'est le client qui est roi. Alors, souvent, on me dit oui, il n'est pas tout. Non, mais le client est roi, il n'est pas despote. Hein. C'est pas un tyran, c'est pas un dictateur, c'est les rois. Dans le sens où le but, c'est de s'adapter un petit peu à ses besoins et surtout d'avoir un grand sens de l'écoute. J'en viens au catalogue. Arrêtez de pousser pour tout ce que vous avez sur le catalogue. Posez des questions à vos clients. Écoutez-le. Et comme ça, vous saurez quoi apporter comme solution à son besoin. Et parfois, la solution à son besoin, c'est que vous n'êtes pas la réponse. C'est pas vous. Ça peut arriver. Et on gagne du temps. Récemment. Exactement. Récemment, j'étais en mission dans un établissement où je pense que je disais non 2 à 3 fois par jour sur les demandes parce qu'on me demandait, typiquement, on m'appelait pour me dire, voilà, j'ai besoin d'une salle de réunion avec la lumière du jour et je veux transformer votre restaurant en salle de réunion avec la lumière du jour. Opérationnellement parlant, ça nous demandait trop de travail pour les équipes opérationnelles, donc c'était pas rentable en fait pour nous de le faire. Et donc il a fallu que je dise non 2 à 3 fois par jour. On est complètement inconfortable avec ça. On n'aime pas dire non. On n'aime pas dire non à un dossier potentiel. Mais comment est-ce qu'on dit non? Donc c'est expliquer. Voilà, notre établissement malheureusement n'a pas de salle de réunion classique pour des réunions du style réunion. On est un établissement qui va vous permettre de faire des cocktails, on est un établissement qui va vous permettre de faire des dîners, mais pas des réunions PowerPoint classiques. Par contre, je serais ravie de vous recommander 2-3 établissements qui, eux, le font. Et donc, j'ai recommandé 2-3 concurrents. Et même des partenariats avec des établissements qui ne sont que salles de réunion, parce que selon où on est géographiquement, c'est plus que probable. Exactement. Donc, ce qui fait que ces 3 mails dans ma boîte, soit j'envoyais un devis, mais les opérations allaient râler parce que ça ne suivait pas et ce n'est pas du tout notre cœur de cible et ça allait être un cauchemar opérationnel. Et les clients tout le monde allaient certainement râler aussi. Ça n'allait pas bien se passer. On l'a tous vécu, hein, le forcing, le forcing du dossier qui ne se passe pas bien du tout après. Soit je prenais mon téléphone, chose qu'on fait de moins en moins. Je prenais mon téléphone, je consacrais 8 minutes à cet appel pour expliquer pourquoi on est un hôtel magnifique, mais pourquoi, pour cette problématique-là, pour ce besoin-là, on n'était pas la meilleure solution. Je recommande d'autres établissements. Et du coup, la personne s'est dit « Ah, Maud, dans tel hôtel, sympa, efficace, j'ai gagné du temps, j'ai des réponses, même si ce n'est pas son hôtel. J'ai une bonne impression en tout cas, et de l'hôtel et de la commerciale. » Et du coup, donc ça aussi, et le client rappelle. Moi, vraiment, ça, je l'ai expérimenté. Le client rappelle. Un jour, il aura besoin d'un cocktail, il vous rappellera. Un jour, il en parlera à quelqu'un d'autre qui a des besoins de cocktail, il vous rappellera. Et il faut vraiment imaginer que le métier de commercial, c'est d'apporter cette valeur ajoutée et puis de vous planter des graines. Alors moi, oui, je suis normande, alors je suis très agriculture. Vous allez voir, j'ai pas mal d'analogies avec les plantes. Mais effectivement, il faut imaginer que votre métier de commercial, aujourd'hui, il n'est pas transactionnel. Il est vraiment de planter ces petites graines relationnelles partout en fonction de vos interactions. Et après, la vie, mais aussi vous, votre attitude et votre future carrière feront que ces graines-là pourront peut-être pousser dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Des fois, on est surpris, hein, ça passe très, très vite. Mais finalement, cela vous suit, en fait. Parce que la manière dont vous allez apporter des solutions au client pour son besoin ou son envie sur ce dossier, c'est aussi la manière dont il va vous percevoir, vous, commercial. Et aujourd'hui, il faut bien savoir qu'un commercial, c'est un peu le mercato du foot. Hein. C'est-à-dire qu'on a des appels de j'ai besoin d'un commercial, qui est-ce que tu connais? Moi, j'ai des appels, voilà, moi sur quelles sont les propositions aussi, c'est votre fonds de commerce, d'avoir ce rôle d'apporteur de valeur. Ça vous garantit non seulement généralement plus de chiffres pour votre hôtel, mais aussi une meilleure carrière pour vous, parce que vous bien se parlez aussi clairement, on travaille aussi pour soi, pas que pour la gloire de son établissement, une meilleure carrière aussi pour vous sur le long terme. Totalement. Donc, si on reprend un peu comment est-ce qu'on transforme notre transaction en relation, on va remettre au cœur de notre approche des mots comme le conseil, l'écoute et le relationnel. Ouais. On va vraiment se concentrer là-dessus. Ce que je trouve aussi aidant, c'est qu'il y a des vraies méthodes pour faire ressentir ça aux clients, parce que c'est bien gentil de le dire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je ne sais pas s'il y a des très jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, je me disais oui, mais pour moi, c'est un peu un écran de fumée, ce qu'on est en train de me dire, comme le mot marketing, quoi. Je me disais
techniquement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? qu'est-ce que je fais? Et C'est oui, ça. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais c'est justement tout l'intérêt de la méthode de qualification, de la méthode de l'appel de découverte, des premières visites ou roadshow, j'en passais des meilleurs. Pour moi, c'est des vraies méthodes qui nous permettent de ramener ce sens relationnel au cœur du métier. ouais. D'où l'importance d'avoir ces stratégies en place. Je pense que comme tu dis, le vrai point, c'est d'être curieux sur l'autre. Oui. De quoi est-ce qu'il a besoin? Quel est son secteur d'activité? Pourquoi est-ce qu'il me fait une demande sur cet établissement? Pourquoi est-ce qu'il a besoin? On fait partie d'un tout, en fait. Les commerciaux ont malheureusement tendance à juste regarder, je vais vendre mon dossier, je vais vendre mon hôtel, mais on fait partie d'un ensemble. Peut-être que voilà, on vit dans un monde avec des tensions géopolitiques. Tout ça, ça a un impact aussi sur finalement le client. Et donc, juste de repartir sur être curieux, s'il y a un mot en technique à avoir, ça va être juste de se dire, mais il faut que j'ai un maximum de réponses à pourquoi il est là, pourquoi il fait ça. Et idéalement, bien évidemment, se renseigner avant de le voir, de regarder déjà. Très bien. Oui, c'est ce que j'allais j'allais te pousser vers ça pour que tu nous parles de ça. Oui. Vas-y, effectivement. Donc, creusez un petit peu, c'est-à-dire vous recevez une demande avant d'appeler pour la qualifier, au lieu juste d'envoyer votre catalogue tel quel. Allez regarder l'entreprise, allez regarder le nom du contact sur LinkedIn, allez googler le nom de l'entreprise. En fait, ce qui est magique avec ce métier de commercial, c'est qu'on est en contact avec tout un tas d'industries, tout un tas de métiers qu'on ne connaissait même pas. C'est très riche, en fait, en termes de rencontres, en termes de networking. Donc, soyez curieux sur ce que les autres font. Par exemple, si vous voyez que votre entreprise, je ne sais pas, elle est dans la joaillerie, elle est dans l'essence, elle est sur le vin, par exemple, en ce moment. Vous êtes à Bordeaux, vous doutez bien qu'avec les taxes actuelles de Trump sur les produits français, il y a des problématiques qui se posent autour aujourd'hui des exports, de l'exportation pour les domaines viticoles, par exemple. Soyez curieux des choses un peu plus grandes et posez des questions. Vraiment, il y a 2-3 techniques et je vais vous les partager bien évidemment, mais la première, c'est vraiment les questions ouvertes. Donc, vraiment d'être curieux, de ne pas dire, voilà, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Oui, non. Bon, on peut commencer par ça, oui, bien évidemment. Mais on peut dire, vous connaissez bien cette région pour votre événement. Pourquoi ça implique plus de réponses que oui ou non? Pourquoi vous avez choisi cette région pour votre événement? Bon, j'ai rendez-vous avec le Palais des Congrès à côté, nous rencontrons le maire, il y a sûrement des choses plus grandes que vous qui vous permettent d'avoir des réponses. Et moi, je sais que quand on regarde avec nos propres équipes commerciales chez Booking Check des contenus sur le commercial, les grands papes du commercial, qui sont souvent des Américains, on va pas se mentir, ils sont quand même très très forts pour créer ce côté je t'ai vendu un truc, tu t'en es pas rendu compte parce qu'en fait tu étais absorbé dans l'expérience que tu étais en train de vivre avec moi. Ils ne posent que des questions. Quasiment leur vente ne se fait qu'avec de la question. Il y a très très peu de moments où eux prennent la parole et font un pitch. Leur pitch est construit en question de manière à ce que en fait, le client devienne le héros de l'histoire. C'est ça. Et c'est le cas. Un peu le sujet du jour. Non, mais le client doit être le héros de l'histoire. C'est son besoin, son événement, son budget, c'est sa problématique. Et un moyen assez simple pour toutes les personnes qui nous écoutent là en se disant mais je ne sais pas, j'ose pas. On a tous fait un premier rendez-vous date amoureux à un moment de notre vie. Enfin, j'imagine qu'il n'y a que des majeurs sur cet appel. Donc voilà, on a tous fait un premier rendez-vous, un first date. Voilà. Alors après, chaque génération avait ses techniques, les copains, le mythique, le Tinder, je ne sais même plus ce qui se fait aujourd'hui. Mais voilà, on a tous fait un premier rendez-vous amoureux. Vous arrivez à ce premier rendez-vous amoureux. Vous ne connaissez pas la personne, ou vous l'avez croisée vite fait, de loin. Et la personne s'assoit à table et vous dit alors, moi, je fais 1m80, moi, j'ai un appartement 3 pièces, moi, je fais du sport 2 heures par semaine, moi, j'aime regarder tel film, moi. Ok. Vous avez vraiment envie de rester? Franchement, non. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Quand vous êtes commercial avec un client,
et que vous le rencontrez et que c'est moi. Et je sais qu'en France, on a ce stéréotype, surtout dans l'hôtellerie-restauration, j'en ai plus tellement, c'est le stéréotype de la personne qui, plus elle parle et plus elle fait rire, plus c'est un bon commercial. Non, plus elle parle, plus elle fait rire. Super. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens derrière? Bon futur stand-upper, mais... Voilà. Ou il en faut de temps en temps. Et de nouveau, là, on va repartir aussi au marché. Par exemple, quelqu'un qui est très extraverti et qui fait beaucoup rire. Sur le marché de la côte ouest des États-Unis, c'est très culturel là-bas, ça marche bien, très bien. Sur le Japon, ça ne marchera pas. Donc là aussi, repartir aussi à ce qui marche avec nos clients. Pas avec vous, avec nos clients. Donc, qu'est-ce qui marche avec vos clients? Et repensez à ça si vous n'êtes pas sûr de comment gérer un premier rendez-vous de site inspection ou de client. Repensez à ce moment Tinder, first date. Posez des questions. Il n'y a aucune mauvaise question. Alors, si, il y a des mauvaises questions. Par exemple, moi j'en ai vu malheureusement, vous arrivez, vous êtes commercial, on vous présente un contact d'agence MAIS spécialisée dans les congrès pharmaceutiques et vous lui demandez s'il fait des mariages. Non, ça c'est une mauvaise question. Je préfère le préciser parce que c'est du vécu. Donc oui, il y a des mauvaises questions qui montrent que vous ne vous êtes pas intéressé au client avant de le rencontrer. Donc, il y a vraiment deux choses. Un, googlez-le. Ça prend 2 secondes et ça vous évite d'être complètement à la ramasse sur vos questions avant. Donc, effectivement, un spécialiste de congrès pharmaceutique ne fait pas du wedding. Donc, vous n'allez peut-être pas lui parler de votre offre wedding. Adaptez-vous quand même un minimum. Ne lui faites pas perdre du temps. Et la deuxième partie, là, par contre, posez des questions dans le secteur pharmaceutique, sur les congrès du secteur pharmaceutique. Si vous n'avez pas eu le temps de googler, posez-lui plutôt la question de quels sont majoritairement les événements qu'il organise, sa typologie de clients. Voilà. Ça passera beaucoup mieux que de faire comme tu disais, un oui-non, vous faites des mariages ou potentiellement la personne fait de mariage et vous serez un peu planté. Mais du coup, on arrive un peu... sauf sur un cocktail où tu rencontres des gens non prévus, si c'est une site ou un email que tu qualifies, prenez 30 secondes pour faire Google. Pour moi, c'est un indispensable de googler la boîte et la personne. Je dirais que ça prend à peu près 1 minute parce qu'en fait, l'idée, c'est simplement d'avoir des informations clés. Si c'est un très gros deal. Et on en revient à la gestion du temps. Prendre 1 minute pour faire un Google, c'est important. Et oui, ce n'est pas urgent, mais c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter ensuite votre retour sur investissement et votre taux de conversion. Et encore une fois, et l'inverse. Parce que combien de fois on Google des personnes ou des boîtes et on voit que c'est des trucs un peu nébuleux et on se dit c'est pas une demande sérieuse. Il y a c'est le moment où on va, parce que moi ça m'est arrivé, des clients qui rentraient dans tout le process, etc. Et puis à la fin, en fait, qui nous demandent des choses assez étranges sur les paiements. On l'aurait googlé, on l'aurait su, parce que ça se voit, en fait, quand ça paraît pas sérieux. Alors, on est quand même obligé de répondre, mais on n'est pas obligé d'y passer 3 jours. De nouveau, tu as tes 15 demandes par jour, tu prends 1 minute, 2 minutes pour googler. Sur les 15 demandes, il y en a peut-être qui vont prendre 30 minutes et il y en a peut-être qui vont t'en prendre 10 parce que tu vois que ce n'est pas du tout votre cible, que ça ne fonctionnera pas, qu'en plus la demande est tarabiscotée, que la personne au téléphone te fait la langue de bois. Mais dans ce cas-là, oui, tu vas peut-être envoyer quelque chose d'un peu plus sobre pour gagner du temps et d'efficacité. Exactement, j'ai fait le dire. Voilà. Mais pourquoi pas? Oui, moi je sais que sur des demandes pas sérieuses, je m'amusais pas à faire une première intention d'offre, etc. Ou quand le client me disait je sais vraiment pas ce que je veux et que j'essayais de le faire parler et que je voyais qu'il était vraiment perdu, à part une plaquette à ce stade-là, je n'avais pas... Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, si tu vas me dire. Mais moi, je dis toujours, pas d'intention d'achat, pas d'offre. Je ne fais pas d'offre à quelqu'un qui ne sait pas s'il doit acheter ou pas. Et c'est une chose de nouveau qui est difficile en tant que commercial. Donc, ou faire une offre plus basique, ou ce que vous faites surtout, c'est vous dites à la personne, le but, c'est juste de lancer la relation, qu'elle vous connaisse, qu'elle vous trouve efficace et sympathique, et vous donner l'information élégamment packagé, mais pas là-dessus. Vous allez passer, voir le chef, faire un menu sur mesure, faire la tour de l'établissement pour quelque chose qui n'est pas du tout appuyé. En plus, ça vous dessert en interne parce qu'on va se dire, c'est encore la commerciale qui demande 25 000 trucs alors que ça ne confirme pas. Donc, soyez aussi efficace dans votre temps
le temps est précieux pour vous aussi, pour eux et pour vous. Donc, soyez efficace et respectueux du temps, en fait, de votre temps aussi et de ceux de votre... Totalement. Du coup, alors je sais pas si c'est... Je vois des oui, je vois des oui. Ouais. Ah, le live est haché. Ah, c'est haché. Étrange. Nous, on s'entend bien, Ouais. toutes les trois. On va voir si c'est une majorité, parce que si ce n'est pas une majorité, j'aurais tendance à penser que c'est des problèmes de réseau locaux. Il y a quand même pas mal de personnes Ouais, qui disent que nous trois, c'est super. C'est étrange. Est-ce que la retransmission est... Ouais, voilà, je pense qu'il y a un problème. Vous voyez, les arroseurs arrosés, les fournisseurs d'outils qui ont un outil qui ne marche pas. Surtout ça arrive. Trois, on est sur 3 endroits différents. Ouais. Pourtant, ça marche bien. Ils arrivent à suivre. Bon, bah, navré pour ce petit... C'est audible. Ouais. Parce que oui, moi, je suis à côté de Juliette Clémence. Enfin, on est toutes les trois loin. Je suis en Nouvelle-Aquitaine. On est toutes les deux en Nouvelle-Aquitaine avec Lucie. Pas tout à fait au même endroit. Moi au nord, elle au sud. Ouais. Bon, on continue. Mais merci de nous dire, comme ça, on pourra un peu creuser avec notre outil qui nous permet de faire ce live. Il y a peut-être un souci. Du coup, ça nous emmène justement vers le discours. Ah oui, je voulais juste préciser, quand tu disais, Maud, ça peut être difficile quand on n'est pas entraîné, habitué de savoir quoi poser comme question, etc. D'où l'intérêt, quand vous faites une qualification, d'avoir vos questions prêtes et de savoir dans quoi vous embarquez. Mais on part sur notre partie 2 de ce webinaire, c'est le fameux discours de vente. Moi, j'aime bien dire que le discours, c'est une histoire qu'on va écrire, nous, commerciaux, pour aider nos clients à nous faire confiance, en gros. Et ça doit tourner autour de ça. Comment est-ce que toi, pour toi, c'est quoi les grandes milestones, les grosses briques de ce discours de vente? Alors, moi, j'imagine le discours de vente vraiment comme un grand chef avec une recette, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le marketing, ça va être de dire j'utilise du beurre à Obéissini, j'utilise des œufs frais, j'utilise du chocolat à 80%. Donc, c'est vraiment toute la qualité de chaque ingrédient. Ça va être finalement votre produit, c'est-à-dire vos chambres, votre F&B, vos espaces, la hauteur sous plafond, le recul pour le barco, le vestiaire, voilà, tous ces éléments qui font que votre établissement ou votre lieu d'événement est unique, ça va être tous mes ingrédients. Et pour moi, le commercial, ça va être celui qui va faire la recette pour le client. Donc, je reste sur mon exemple de recette, c'est-à-dire que Clémence, je vais venir te voir, j'ai des œufs, du lait, du beurre, je peux te faire des œufs brouillés, je peux te faire une crêpe, je peux te faire une pancake, je peux te faire des œufs sur le plat. Tu vois, finalement, avec les mêmes ingrédients, je peux quand même te faire une expérience client complètement différente. Et bien, le discours commercial, ça va être la même chose. C'est de comprendre que vous avez des ingrédients qui sont pas modulables. Votre salle, elle a une certaine taille, une certaine hauteur sous plafond, ça ne changera pas. Voilà, vous avez du beurre, des œufs, ça ne changera pas. Comment est-ce que vous adaptez en fonction des besoins du client? Donc, pour moi, l'idée surtout, c'est de vous dire, avec mes ingrédients, finalement, j'ai combien de pitch? Pour quel type de client? Et vraiment, la clé, et moi, j'aurais adoré savoir ça en début de carrière, ça m'aurait évité beaucoup de stress. La clé, c'est finalement de se dire, il faut que j'ai un discours commercial par type de client déjà pré-mâché dans ma tête. Et donc, c'est vrai que si je vais faire ma site inspection avec un clientèle mariage, il faut que j'ai déjà mes avantages, l'histoire, des anecdotes, de l'émotion autour
de l'amour et autour du mariage. Si je fais faire dans le même établissement un événement client pour une marque de haute joaillerie, je vais avoir la sécurité, je vais avoir le côté beaucoup plus, le côté intemporel, le côté élégance qui va faire rayonner la marque, qui invite ses propres clients. Peut-être que tu parlais aussi d'histoire. Moi, je sais que pour avoir travaillé dans certains endroits, tu parles de joaillerie, on allait raconter que telle personne était une régulière de l'hôtel dans les années 30 et que cette personne, c'était, j'en sais rien, créateur de bijoux ou une actrice qui était très une égérie de la marque. Voilà. Mais on est prêt, oui. Et tu vas avoir un lancement de produit où quelqu'un va venir pour faire complètement changer ton événement pour un lancement de produit. Tu vas mettre peut-être en avant le fait que tu as des parkings, que tu vas pouvoir avoir de la place pour l'équipe technique, que vous allez pouvoir faire un voilà. S'accueillir. Mais oui. C'est bien. Voilà. Et finalement, c'est les mêmes ingrédients, mais la recette va changer. Et l'idéal, il faut quand même être cohérent. Vous n'avez pas 25 recettes. Non. Vous en avez peut-être, 5. C'est vrai que c'est déjà beaucoup, hein, franchement. Donc, c'est de se dire, les 2 heures d'important, c'est de se poser et de réfléchir pendant 2 heures. OK, quelles sont mes 5 recettes? Comment je les raconte? Et avec ces 5 recettes, après, vous pouvez passer tous les coups de fil que vous voulez. Vous savez quelle recette sortir. Totalement. Mais au moins, vous êtes... Et pour s'aider, je trouve qu'il y a des choses qui sont utiles. Moi, j'écoutais beaucoup mes collègues. Oui. Et quand je me disais, c'est une bonne formulation, je me le notais. Pensez que vous allez retenir vos discours, c'est une hérésie. Il faut que vous les écriviez et que vous les ressortiez. Au bout d'un moment, vous allez les connaître par cœur. Vous allez les modeler aussi. Au fur et à mesure, vous allez reformuler une phrase, vous allez dire « Ah, ça, c'est pas tout à fait exactement comme je veux dire. En effet, j'ai un client qui m'a donné une objection. Quand je dis ça, je vais le changer parce que c'était pas la bonne formulation. » Donc, ça se polie avec le temps aussi, je trouve. Mais si on n'a pas une base écrite, c'est compliqué. Oui. Un deuxième outil qui est très intéressant aujourd'hui et très récent, c'est ChatGPT. En fait, parce qu'on peut lui dire comment est-ce que tu expliquerais ça à un client de la joaillerie. Voilà. La joaillerie. Il va vous faire une base. Ça ne veut pas dire que cette base, elle est bonne telle qu'elle. Non, voilà. Ça veut dire, voilà. Ça mais c'est un gain ça donne une direction. Incroyable, un gain de temps. Et de moi, je sais que, en fait, moi, je suis assez vintage, donc ChatGPT, c'est quand même pas mon réflexe numéro 1 par rapport à d'autres personnes dans mon entreprise. Hashtag les développeurs qui sont devenus collègues. Moi, je m'en sers tous les jours. Hein. Je trouve que c'est un outil exceptionnel pour justement lancer les scénarios. Ouais, c'est très brainstorm, je trouve. Ça a vraiment ce bon côté d'avoir quelqu'un à qui tu peux dire t'as pas les idées. Exactement. Et c'est vraiment un super assistant un petit peu. Voilà. C'est ça, pas faire du copier-coller, mais il va déjà vous préconcevoir par exemple les 5 scénarios et vous pouvez rajouter à ce prompt ChatGPT, et justement je voulais l'ajouter comme technique, pareil, quelque chose que j'ai appris bien après 15 ans, quand j'ai commencé à enseigner, donc ça faisait déjà 15 ans que je faisais du sales, et là j'ai découvert une technique qui est enseignée dans les bacs pro-vente, voilà, mais c'est dommage, on ne l'enseigne pas en école de commerce ni en école hôtelière. C'est tout bête, ça s'appelle Soncas. Okay. Et alors, Soncas, c'est une manière de découper les leviers de motivation à l'achat d'un client. Et en fait, tous les clients ont des leviers de motivation d'achat qui sont différents, avec souvent un ou deux qui est majoritaire. Et Soncas, c'est sécurité, O, c'est orgueil, N, c'est nouveauté, C, c'est confort, A, c'est argent, S, c'est sympathie, donc assez important dans notre industrie, et E, la fin, c'est éthique et écologique. Et en fait, quand vous allez avoir un client face à vous et que vous allez lui poser des questions de first date, vous allez en affinant. Est-ce qu'on peut avoir du sous-titre? Quelqu'un demande dans les commentaires. Est-ce qu'on va avoir en affinant Je laisse regarder Lucie. Son type de levier de motivation d'achat. Par exemple, tu parlais de haute joaillerie tout à l'heure. Il va y avoir 2 types de motivation d'achat de la haute joaillerie souvent. Ça va être l'orgueil. Donc, c'est pas négatif l'orgueil. Hein. C'est juste qu'il faut que ce soit beau, que ce soit valorisant pour la marque. Et un autre point de la haute joaillerie, souvent, c'est la sécurité aussi.
Il faut que les pièces puissent être sécurisées avec tout le staff nécessaire. Par exemple, dans le mariage, souvent il y a l'orgueil aussi, mais peut-être que vous pouvez avoir un mariage où l'écologie de votre lieu est très important aussi, ou la nouveauté, ou l'argent, c'est-à-dire le budget total. Et son casse, pareil, vous le rajoutez à votre prompt ChatGPT pour vous aider à avoir les meilleurs arguments et donc les parades aussi pour votre argumentaire de vente et pour préparer vos conversations avec les clients. C'est ça, parce qu'en fait, dans le discours, oui, il y a toute la partie où on a des discours assez généralistes sur des présentations, sur nos espaces, comme tu disais, notre F&B, nos services, le parking, etc., le spa, j'en passe, des meilleurs. Mais dans notre discours, il y a autre chose sur lequel vous devez être prêt, c'est toute la partie négation, objection. Et en fait, encore une fois, si vous pensez que vous pouvez y aller comment je pourrais dire, en impro, c'est dangereux. Ou alors vous êtes très très bon. Mais généralement, il vaut mieux pas le faire avec les plus gros clients, quoi. Donc généralement, on prépare toutes ces objections avec on prépare les objections courantes. Il y a très peu d'objections clients inconnues. On va dire, moi je pense qu'on tourne généralement autour de entre 3 et 5 objections qui se répartissent d'ailleurs pas mal en fonction du son casse dont tu parlais, en fonction de l'émotion avec laquelle le client choisit. Et qu'on peut préparer en fait. Et c'est ça. Et en fait, ça se prépare. Ça fait partie des choses qui sont surprenantes aussi, c'est quand tu intègres une équipe commerciale dans l'hôtellerie-restauration. C'est assez rare qu'on te dise voilà ton PC, voilà ton téléphone et voilà le son casse du département et voilà les objections du département. Non, on va souvent malheureusement se laisser un peu te débrouiller tout seul alors que c'est quelque chose qui est de common knowledge que tout le monde connaît en fait dans le département, mais que les gens ne communiquent pas ou ne consolident pas vraiment par écrit, alors que c'est vraiment quelque chose en termes d'intégration, en termes de gain de temps et d'alignement de l'équipe commerciale qu'on devrait juste pouvoir communiquer en interne. Voilà, grosso modo. Oui, comme une ressource, comme une... Voilà, tout simplement. Tout comme on a 77 chambres, eh bien, nous, d'un point de vue marketing, on part sur cette stratégie marketing-là et d'un point de vue son casse, voilà ce qu'on a identifié. Et après, à chacun de se l'approprier, mais ça ferait un gain de temps incroyable plutôt que de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et ce qu'on vous laisse faire souvent, réinventer l'eau chaude. Et le fameux, parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas prêt sur vos discours, que ce soit positif ou pour gérer de l'objection, donc on va dire plutôt du négatif, même si ça l'est pas forcément, c'est que ça se ressent. On parlait de créer de la confiance, on parlait de créer du conseil, etc. Si à chaque fois que le client vous pose une question, vous faites alors c'est une bonne question, j'y avais pas pensé. Alors ça arrive pour une ou deux questions, de dire écoutez, c'est la première fois qu'on me pose cette question, je vais me renseigner, je reviens vers vous, pas de problème. Mais si vous le faites pour chaque question, la confiance, ça va être compliqué de la rattraper. Vous, encore une fois, vous mettez une épine dans le pied. Donc l'intérêt de la préparation, il est là pour moi. On en revient au gain de temps. Le temps est très précieux aujourd'hui. Et si on ralentit plus malheureusement qu'on fait gagner du temps à notre client, il va être tenté aussi de se tourner vers une équipe commerciale qui sera meilleure dans l'accompagnement de ses besoins. Voilà, de nouveau. Et je rebondis sur les commentaires où on me dit que son casse est utilisé dans certaines écoles. Et tant mieux, j'en suis ravie, c'est très bien. C'est rien de confidentiel comme technique, mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas encore utilisé partout. Et c'est je sais que dans certains milieux, dont le milieu dans lequel nous on évolue avec les logiciels, la tech, les startups, etc., on parle beaucoup de persona. C'est assez similaire à son casse. Donc, si vous avez déjà entendu les personas, c'est un petit peu pareil. On définit un portrait robot de nos clients. Donc, le client qui achète parce que
c'est, comme on disait, l'orgueil. Donc, il veut quelque chose qui va être à la hauteur de l'image qu'il a de son entreprise et de lui-même. On a celui qui recherche la sympathie. Donc, lui, il a vraiment besoin d'être enveloppé. Il veut une équipe qui va le chouchouter, etc., etc. Et ça, c'est des portraits robots. C'est exactement pareil. Donc, vous pouvez chercher aussi sur Internet ça. Se faire un rapide livret, mais d'outils de travail pour une équipe, pour que tout le monde sache comment aborder ces portraits robots de la même manière et gagne du temps et soit aligné sur le discours commercial. Parce qu'un client qui appelle Lucie, au final, va avoir à peu près la même expérience commerciale qu'un client qui appelle Clémence. C'est l'idée. C'est pas d'avoir quelqu'un de complètement décalé ou avec des arguments complètement différents à chaque fois. En tant que direction, en tout cas commerciale et marketing, l'idée, c'est de s'assurer que tout le monde puisse donner une expérience commerciale qui soit efficace et qui contribue à l'image de l'entreprise de la même manière. Et c'est vrai que optimiser le travail en équipe autour de ces éléments-là, avec vos collègues, si c'est pas suggéré par la direction, ça peut que vous faire gagner du temps en fait en tant qu'équipe. Oui, totalement. Et si on parle purement stratégie et performance, encore une fois, de savoir ce qu'on va dire. A priori, en termes de performance, vous allez être bien meilleur parce que vous avez réfléchi à tête reposée. Parce que quand aussi, ce qui arrive, moi, je le vois encore une fois avec mes commerciaux, quand un client balance une objection auquel on n'était pas préparé, on perd pied. Les objections, ça peut... Donc, on n'est pas très performant dans ces moments-là, oui. Et l'objection, je pense qu'elle fait partie, on en revient à ce qu'on disait auparavant, la vente, elle n'est pas transactionnelle, elle doit vraiment être relationnelle. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur des objections. Au contraire, elles sont vraiment les bienvenues. Les accueillir, les écouter, les reformuler, ça permet d'avoir un peu de contenance. Par exemple, voilà... on va me donner une objection, je vais la reformuler pour être sûre de bien la comprendre et ça va me donner un petit peu de temps pour réfléchir à comment je vais réagir. Parfois, il ne faut pas avoir non plus peur d'entendre l'objection. Et si quelqu'un vous dit, par exemple, vous êtes 20% plus cher que vos concurrents. Oui, c'est sûrement un fait en fait. Oui, j'entends effectivement, on est 20% plus cher que nos concurrents. Est-ce que vous souhaitez qu'on rediscute des éléments qui justifient notre prix? Je suis ravie de vous réexpliquer un petit peu ce qui se cache derrière ces 20%, si vous avez 10 minutes de plus pour m'accorder ou pas. Mais l'idée, c'est pas forcément de dire non ou de se braquer, ou c'est pas personnel une objection, c'est pas contre vous. C'est de la comprendre. Si ce client trouve qu'on est 20% plus cher que les concurrents, mais qu'on est 20% plus cher que les concurrents et qu'il n'a pas le budget, ça sert à rien de se battre non plus. C'est de comprendre, oui, effectivement, mais quel est votre budget limite? Est-ce qu'on va pouvoir s'aligner ou pas? Là, c'est une autre question. Et peut-être que vous ne pourrez pas vous aligner parce que vous avez votre établissement à un étoilé Michelin et donc, du coup, c'est impossible de rentrer dans le même budget. Mais de comprendre juste, le but, c'est de pas de gagner la transaction à tout prix. Le but, c'est de préserver la relation à tout prix. Et donc, d'écouter cette objection, de l'entendre, parfois de pouvoir l'argumenter, parfois d'argumenter le fait qu'effectivement, c'est un état de fait. Oui, nous n'avons pas de parking. Oui, nous n'avons pas de piscine. Oui, voilà, je ne vais pas pouvoir changer de produit. Je ne vais pas pouvoir créer une piscine chauffée. Enfin, parfois, on a des objections qui sont complètement farfelues. C'est pas grave, on les accepte. On dit effectivement, notre produit a d'autres avantages, mais n'a pas de parking pour poids lourds. Un concurrent qui a un parking pour poids lourds. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup et qui, moi, me fait un petit peu peur. C'est que justement, j'ai pas mal de commerciaux qui me disent « Ah oui, mais moi, j'aime pas ou je veux pas négocier. » Donc, c'est pour ça que je ne crée pas de relation. Parce qu'en fait, j'envoie ma plaquette, mon devis. Et après, le client il vient vers moi ou pas. Mais j'ai pas à rentrer dans cette discussion-là. Pourquoi ça me fait peur? Parce qu'en fait, comme c'est le cœur de notre métier de créer une relation, si vous avez peur de le faire, et j'entends que vous ayez peur, moi, ça surprend souvent, mais attention, révélation, je suis une grande timide. Donc, je sais ce que c'est que de ne plus pouvoir respirer au téléphone avec un client. Ça m'est arrivé. Et moult fois.
Moi, ça m'est arrivé de raccrocher et de pleurer. Hein. Enfin, Voilà. Donc, sereinement. Hein. C'est ça. Il y a de l'émotion dans notre métier, c'est normal, hein, ça arrive. Donc avoir peur, c'est normal, c'est pas du tout problème, mais le danger, c'est de perdre votre savoir-faire pour vous et pour votre entreprise. Et à ce moment-là, vous devenez caduque. Vous, en tant que potentiel employé à recruter, en tant qu'atout, et l'entreprise se met en danger parce qu'un service commercial peut couler un établissement. Ah oui, c'est tout à fait possible. Mais Clémence, pour reprendre l'exemple que tu me donnes sur cette personne qui envoie ces personnes qui envoient et qui ne veulent pas recevoir, je pense qu'il y a aussi une vraie remise en question de savoir si elles sont au bon poste ou dans le bon métier. Certainement. Et on a différents autres postes dans l'hôtellerie-restauration où si je dois faire justement un parallèle un petit peu avec d'autres postes, il y a d'autres postes où la personne sera peut-être plus à l'aise. Mais totalement. Ah oui. Mais c'est vraiment c'est quelque chose qui revient souvent, même au niveau de la construction des offres, où on me dit il faut tout cacher parce que comme ça les clients posent pas de questions. C'est pas des bonnes méthodes. Donc au contraire, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Posez sur la table toutes les objections qu'on vous met, préparez vos réponses. Quand un client vous coince, vous sortez votre petite liste et vous savez dans quelle direction partir, vous n'êtes pas perdu. Et si le client vous met en difficulté et vous dit quelque chose que vous n'aviez pas prévu, ne répondez pas si vous n'êtes pas à l'aise et revenez vers lui. Ça passera beaucoup mieux que de partir dans un truc où vous allez mal vous justifier, où généralement, encore une fois, le conseil, la confiance, etc., s'ébrèche dans ces moments-là. Et on peut ne pas avoir toutes les réponses. De nouveau, n'oubliez pas ce qu'on attend de vous. On n'est pas la plaquette, juste. On n'est pas le catalogue. On n'est pas ChatGPT, on n'est pas un catalogue. On va avec aussi le côté humain, avec nos émotions, avec notre envie de bien faire et notre envie d'accompagner le client, à aller chercher les réponses. Peut-être que le chef, à son menu, n'a pas d'option végane. Vous ne savez pas s'il est capable de vous créer un menu végane pour le mois prochain. Vous allez vous renseigner. Et c'est pas grave de pas déjà avoir réfléchi à ces problématiques-là. Et remercier justement, au contraire, le client de dire écoutez, c'est un nouveau cas de figure pour notre établissement. On est ravis de le découvrir avec vous. Je reviens vers vous pour savoir si on a l'expertise ou pas pour vous, Huawei, pour inaugurer ce menu vegan ensemble. Parce que, alors vous avez vu, pour ceux qui nous suivent, enfin qui arrivent à nous entendre, Maud à chaque fois ramène à son produit, son discours, et vous voyez qu'il n'y a pas de mensonge. Quand on disait au début, oui, le commercial un peu roublard, qui va essayer de vendre à tout prix, le fameux il vend des frigos aux Esquimaux, c'est pas du tout la bonne approche. Et on voit bien que là, au contraire, on se prépare pour définir notre discours, mais en fonction d'une réalité. Pas du tout pour le compter monts et merveilles. Il y a quelque chose aussi dans le discours de vente. Il y a toute la partie posture. On en a parlé un petit peu de ci, de là, au fur et à mesure qu'on déroulait le discours. Moi, je pense que la posture, c'est justement un des éléments de différenciation d'un commercial à un autre. Est-ce que toi, tu remarques ça aussi ? Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que finalement, votre personnalité, vous pouvez être vous-même. On dit souvent, je suis moi pro, moi perso. Oui, d'accord, mais vous pouvez juste être aussi... pour être bon commercial, vous n'avez pas besoin de ne pas être vous. C'est ça que j'essaye de dire. La réalité, c'est que ce qu'on cherche, c'est des relations humaines, franches. Ce que les clients cherchent, c'est des relations de confiance. Et donc, pour ça, il faut que vous soyez vous-même. Et un commercial peut être plus introverti. Moi, je connais d'excellentes commerciales qui ne sont pas du tout extraverties, qui sont beaucoup plus sur la réserve et qui sont excellentes dans l'écoute. Et donc, le client va se confier et elles sont excellentes dans l'écoute, elles sont excellentes pour obtenir les informations, pour ensuite concevoir un programme sur mesure sur le client. Vu qu'elles sont aussi plus introverties et excellentes dans l'écoute, le client apprécie quand elles appellent parce que c'est pas trop ou ça prend pas trop de temps et ça fonctionne très bien. Et à côté de ça, des personnalités plus extraverties mais qui prennent toujours ce temps d'écoute,
sont aussi des personnes avec qui on a envie de passer du temps et avoir une autre relation de client à commercial. Donc, Oui, moi j'ai connu des extraverties qui étaient excellentes dans le talent de poser des questions ouvertes, justement, parce qu'elles avaient cette espèce de naturel de naturel. mais alors vous avez combien de chiens? Voilà. Un truc que personne n'aurait posé comme question. Exactement. Et c'est ça qui est beau, c'est que finalement, c'est un métier où vous pouvez quand même laisser parler de votre personnalité. Une personne introvertie ne doit pas jouer la comédie pour devenir extravertie devant les clients. C'est hyper inconfortable, ça ne marchera pas et ça sonnera faux. Donc, pour moi, cette posture, elle est vraiment dans le fait de bien comprendre que vous n'êtes pas en train de pousser votre produit, mais que vous êtes en train de répondre aux besoins de votre client et que parfois, votre produit n'est pas la réponse. Et que parfois, il vaut mieux perdre une transaction et gagner une relation parce que ce client vous rapportera d'autres transactions plus tard et d'autres relations dans son cercle. Et de nouveau, vous travaillez aussi pour vous et pour votre carrière. Vous travaillez pour un établissement, pour un chiffre d'affaires, mais vous travaillez aussi pour vous. Enfin, on ne va pas se leurrer, on n'est pas juste là pour la gloire d'une entreprise, on est là aussi pour sa propre carrière. Et puis on en change. On change. Et votre réputation... Mais oui, et alors pour vous donner un exemple très concret, vous voyez, on est en 2025, et il se trouve que par le hasard de la vie, je me suis retrouvée à travailler avec la personne qui était ma chef de stage il y a plus de 17 ans, là, il y a 2 mois. Donc, pour vous dire que le milieu de l'hôtellerie-restauration est minuscule, on se connaît tous, on se croise tous à 1 ou 2 personnes d'intervalle. Et quand vous êtes un commercial qui a la réputation d'être quelqu'un qui apporte de la valeur, qui apporte de l'écoute, vous construisez votre carrière aussi. Vous investissez en vous-même en faisant ça, en prenant ce temps-là. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est de vous dire que grâce justement à votre travail de qualité, vous construisez aussi votre carrière en plus de votre chiffre d'affaires sur l'année T pour votre établissement. Alors, je vois qu'il y a plein de questions à côté. Lucie, c'est toi qui me dis? Oui, on a une question. Il arrive que certains clients soient réticents à prendre le temps de répondre aux questions. Bien sûr. Peut-être par manque de temps. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation, justement? Bien sûr, mais alors, il y a différents cas de figure. On peut appeler le client et que ce ne soit pas le bon moment. Donc, on va juste essayer de lui dire, écoutez, on est là pour revenir vers vous, pour vous faire une offre sur mesure. Il va vous dire, non, mais j'ai juste besoin du devis pour vendredi. Ça arrive classique. Hein. Je ne réponds pas à vos questions, je veux juste le devis, en gros, pour le forwarder à mon chef avant le week-end. Ça fait partie du jeu. Vous avez essayé une première fois le coup de fil. Vous devez malheureusement répondre avec ce que vous avez pour le devis. On ne va pas le harceler non plus s'il n'a pas le temps. Mais sur le devis, ça va être de dire, vu que vous étiez un petit peu pressé cette semaine, est-ce que je peux vous rappeler lundi ou mardi à votre convenance et d'essayer de le recontacter la semaine d'après pour avoir un petit peu plus d'éléments. De pas tout de suite abandonner le téléphone. Essayer de trouver le bon moment pour lui, de le contacter au téléphone. Et ça nous est tous arrivé d'avoir des clients qu'on n'arrive pas à avoir au téléphone. Ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai fait de la prospection, bien évidemment, du développement client pour Four Seasons. J'ai des clients que j'ai réussi à rencontrer au bout de 3 ans. Ça faisait 3 ans que je les contactais. Nous on le vit aussi. Hein. Voilà, et c'est OK. Et au bout de 3 ans, mais l'idée, c'est comment est-ce que je fais pendant ces 3 années-là? Mais ça peut valoir le coup d'un autre webinaire. Ouais. Et de nouveau, d'apporter de la valeur. Je n'allais pas harceler cette personne en lui envoyant le même mail tous les mois. Non. Je me suis présentée et après, on prend le temps. Une autre technique, Caroline, qui peut marcher, c'est de proposer d'appeler au moment de l'envoi du devis. Il y a après, en effet, et il y a... moi, je peux vous envoyer une ébauche de devis parce que il va me manquer des éléments pour que ça soit parfait. Il faut le dire. Hein. Alors ça, il faut le dire, par contre. N'ayez pas peur de le dire parce que sinon, quand le concurrent va envoyer un truc qui sera peut-être par coup de chance, vu que le client dit rien, un meilleur devis parce qu'il y aura des options auxquelles vous n'avez pas pensé, que lui, il a pensé, ou bref, il a une offre que vous n'avez pas, peu importe. Dites-le. Moi, je vais vous faire une offre du mieux que je peux, mais je peux passer à côté de certaines choses. Donc, c'est à vous de me le dire. Donc, ce que je vous propose, c'est que je peux vous l'envoyer demain matin. Je vous appelle au moment où je vous l'envoie. Comme ça, on le voit rapidement ensemble. Ça, c'est une technique. Je reviens à la plaquette. Une plaquette avec des intentions de prix peut tout à fait remplacer un devis aussi. Plaquette bien faite. Et ça, c'est aussi un autre sujet qu'on fera certainement au webinar, mais c'est bien pour ça qu'il y a des designers qui designent des documents, parce qu'en fait, une plaquette peut avoir déjà des intentions de prix, de format, etc., qui guident votre client et qui lui donnent une idée
de comment va se dérouler son événement sans que vous rentriez dans l'offre, parce que en termes de stratégie commerciale, comme je dis souvent, pas d'intention d'achat, pas d'offre. Parce que sinon, vous rentrez déjà dans… En fait, vous êtes déjà dans… je reprends ta métaphore de la relation. Vous êtes déjà dans « tu veux rentrer avec moi ?» alors que vous êtes juste dit bonjour. C'est un peu… Vous pouvez un peu casser votre cou, quoi. Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des bonnes techniques. Et après aussi, de ne pas hésiter, parce que de nouveau, vous êtes là pour apporter de la valeur au client. Si vous sentez que c'est difficile de l'avoir au téléphone, de poser 2-3 questions avant d'envoyer cette plaquette tarifée, de dire je serais ravie d'avoir, il me manque quelques éléments comme tu le dis Clémence, typiquement vous partez plutôt sur ci ou ça, notre établissement propose un restaurant étoilé, un autre non, vous voyez, vous comprenez pourquoi ça serait bien qu'on échange 5 minutes au téléphone à votre convenance, mais pour qu'ils comprennent pourquoi vous voulez l'avoir au téléphone aussi, ça peut aussi aider un petit peu à débloquer ce temps. Et vous, ça vous permet de vraiment filtrer parce qu'on a tous ces mails où on sait très bien qu'en gros, la personne contacte 15 hôtels dans votre ville et qu'on passe du 3 ou 5 étoiles et on n'a aucune idée de la pertinence et on n'a pas envie de passer 1h30 sur ce type de devis. On le comprend, enfin, on l'a tous vécu nous aussi. Donc, soyez efficace aussi vis-à-vis de votre propre temps à vous. On a une question par rapport aux plaquettes. Est-ce qu'on doit mettre les prix ou pas ? Et si oui, est-ce qu'on doit mettre à partir de Alors, X euros ? Je pense pas que c'est si oui, Lucie, pardon. Je pense que c'est est-ce qu'on met un prix exact ou est-ce qu'on met un à partir de ? Alors, on va voir si on est raccord, Maud. Moi, je mettrais un à partir de parce que la conversation est ouverte. Mais moi, je pense que c'est important de mettre un tarif. Je pense que on n'a que idéalement 8 à 10 heures par jour à consacrer à notre travail, idéalement 8 max. Mais bon, voilà, si vous devez juste répondre à tous les gens qui se posent des questions et qui sélectionnent tous les hôtels du 3 ou 5 étoiles, enfin, le problème de si vous ne le mettez pas, c'est que c'est juste repoussé pour mieux sauter à un moment donné, je trouve. Donc, si vous ne le mettez pas sur votre plaquette, il y a des chances qu'il aille sur un apporteur pour voir. Hein. Donc, autant le mettre. Enfin, si la personne elle a 40 000, 20 000, 10 000 ou 50 000 euros de budget et elle découvre peut-être le marché, elle n'a aucune idée des prix de votre établissement, bah, ça va lui permettre déjà de savoir si vous êtes dans le pool ou pas, en fait. Le but, c'est pas non plus de perdre du temps, enfin, pour vous. Vous n'allez pas juste faire des devis. Vous n'êtes pas des machines à devis, quoi. Enfin, c'est pas l'idée. Bah, on revient. Vous n'êtes pas des assistants administratifs. Exactement. Donc, a priori, passez votre journée à faire des devis. Mais moi, je sais que j'entends beaucoup, mais encore une fois, parce qu'on est outils, on vous équipe, on rentre vraiment dans votre quotidien comme Maud quand elle vient vous accompagner. Oui, mais les apporteurs, justement, on peut faire un devis tout de suite. Mais moi, je peux vous le dire parce que j'ai passé 2 ans chez l'apporteur. Ça ne marche pas. En fait, on est obligé de suivre nos clients, de les rappeler, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils vous répondent pas ensuite, etc. Parce qu'en fait, ils ont un devis, mais ils sont pas plus avancés avec est-ce que le devis A est mieux que le devis B et pourquoi et j'ai pas compris cette option et ce devis, je le comprends pas parce que tous les hôtels et les établissements ne construisent pas leur devis de la même manière. Ça aussi, pour les clients, c'est très compliqué. Voilà, donc le devis n'est pas la réponse absolue à la demande du client, loin de là. C'est quand vous arrivez dans la partie un peu transactionnelle de votre échange avec le client où il doit savoir les modalités de paiement, les conditions générales de vente et comment vous répartissez vos prix, grosso modo. Voilà. Comme tu dis, il faut voir ça comme le yin et le yang. Il y a la partie yin qui est relationnelle et il y a une partie yang qui est factuelle, transactionnelle, le devis. Mais c'est un tout, il faut que ça aille ensemble. Et posez-vous aussi la question en tant que commerciaux pour… je sais qu'il faut qu'on clôture bientôt là, mais si vous passez 0 coup de fil à 0 client de la semaine, il y a un problème. De nouveau, voilà, vous n'êtes pas là pour envoyer des catalogues. Vous êtes là pour créer du relationnel pour votre établissement, mais aussi pour vous, pour votre carrière. J'insiste un peu lourdement de nouveau, mais je me doute que toutes les personnes sur cet appel aujourd'hui le font aussi parce de leur volonté propre d'apprendre. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, j'insiste parce que pour vous, en tant que commerciaux, pour votre carrière à venir, faites-vous votre réseau, faites-vous vos contacts. Dites-vous qu'après 2-3 ans dans un établissement, si vous quittez l'établissement et que vous êtes incapable d'avoir 10 personnes à rappeler facilement, c'est que vous n'avez pas
fait le job de commercial. Vous devez quitter un établissement avec une 50aine de contacts dans la poche à rappeler facilement parce qu'ils ont ce relationnel en place avec vous. C'est essentiel. Et on peut reprendre l'exemple du magasin où on va pour acheter une robe verte. Si la vendeuse arrive en vous disant « Alors ça, c'est 80 €, ça, c'est 60 €, ça, c'est 50 €. » Bien sûr, vous allez regarder le prix au bout d'un moment. Mais vous allez peut-être d'abord commencer par regarder ce qui vous plaît avant de vous lancer dans le prix. Donc, et on a toutes fait du shopping. Je pense qu'on a toutes une expérience dans une boutique où c'était sympa. On aime bien y aller. Oui. La personne, elle sait ce qui vous va. Elle ne va pas vous forcer à mettre quelque chose qui ne vous va pas. Elle sait ce que vous aimez. Et voilà, moi j'ai un style plutôt classique. Elle ne va pas absolument me mettre des trucs avec des têtes de mort partout parce que ce n'est pas mon style. Vous voyez, non mais c'est important. Donc on gagne du temps. On a du plaisir à aller dépenser l'argent là-bas. On passe un bon moment en termes d'émotion. Parce que la personne s'est intéressée à vous, et bon, ça c'est un autre débat aussi, mais et s'en est souvenu. Et vous ne pouvez pas vous souvenir de tout, et c'est pour ça qu'il faut tout rentrer dans votre outil. Mais bon, ça sera l'occasion d'un autre sujet. Je vais juste faire un petit résumé sur la posture pour qu'on puisse clôturer cet épisode. Mais en gros, la posture, ça va vraiment venir en duo de votre discours. La posture, c'est majoritairement vous, et ce qui va faire la différence, c'est vous. Donc, c'est votre personnalité. Si vous avez du mal à trouver votre posture, c'est là tout l'intérêt de personnes aussi comme Maud qui vous accompagnent dans cette partie-là, parce que avoir quelqu'un d'extérieur qui vous écoute et qui vous dit « Ah, ça, c'est un point fort. Quand tu es comme ça, etc. » Je vois que le client, il réagit, etc. C'est pas toujours évident d'avoir de l'auto-analyse, mais ça se travaille. Tout se travaille, en fait. Ça va pas vous tomber du ciel. C'est pas un don. Votre posture, elle va aussi implémenter une partie de votre marque que vous représentez, parce qu'évidemment, en fonction de la typologie de marque que vous avez, vous n'aurez pas exactement la même posture, même sans parler de gamme d'établissements. On peut parler d'engagement. Si vous êtes sur un établissement qui est très impliqué dans son impact écologique, a priori, il y a des postures que vous n'aurez pas avec votre client. Donc, comme tu dis, Clémence, si vous représentez un resort, vous pouvez aussi, même en termes de style vestimentaire, vous permettre un style qui est différent que si vous représentez un hôtel 5 étoiles très, très moderne à Milan. Ou, vous voyez, on s'adapte aussi, on représente vraiment aussi son établissement, ses valeurs. Tout en restant soi-même, mais en l'adaptant à la marque qu'on représente. Il y avait quelque chose qui était assez important dans les discussions qu'on avait eues. Maud, je le redis parce que je suis pas sûre qu'on l'ait bien dit. Cette posture, elle doit être universelle dans le sens où vous devez avoir la même posture avec vos clients, avec vos collègues, avec vos partenaires, dans la vraie vie, sur LinkedIn. Si votre posture est différente, a priori, c'est pas vous. Et à un moment donné, c'est là où on est des humains avec une intelligence émotionnelle. Vos interactions vont s'en ressentir. Votre posture s'adapte aussi à la typologie de vos clients, donc le persona, etc. On en a parlé tout à l'heure. Le discours s'adapte, mais la posture aussi. Vous n'allez peut-être pas aborder de la même manière un top PDG du CAC 40 de Martine qui fête les 60 ans de son mari, parce qu'en fait, ils vont pas avoir du tout la même charge émotionnelle. Donc, c'est normal. Vous adapter, d'être à l'écoute de cette charge-là. Ouais. Et c'est votre posture qui va aussi faire briller votre discours. C'est-à-dire que votre discours, c'est des jolis mots, vous l'aurez bien formulé, etc. Mais si vraiment ça vous correspond, c'est adapté à qui vous êtes et à ce que vous représentez, votre discours, il en est décuplé. En fait, votre histoire, elle prend tout son sens. Donc, c'était juste pour faire un petit checkpoint, parce que comme je sais que le live va rester, oui, ceux qui voudront le réécouter pourront. Je crois que tu avais une petite référence sympa en conclusion d'une petite vidéo à aller voir. Oh là là, oui, qui reflète mon âge avancé maintenant. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas forcément Simon Sinek. Je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas dans notre auditoire. Ça dépend de vos générations, je crois. Mais c'est une vidéo assez ancienne maintenant. C'est un vieux TEDx
de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why, donc c'est en anglais. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de l'appliquer aussi dans votre posture commerciale. Simon Sinek explique voilà, des différentes raisons pour lesquelles on a envie de suivre quelqu'un, on a envie d'écouter quelqu'un ou de se laisser, moi je vois qu'il y en a qui connaissent, super, ou de se laisser influencer par quelqu'un. Et donc Simon Sinek a expliqué donc les 3 cercles, le what, le how et le why. Et c'est le why qui porte. Donc je vous laisse aller voir la vidéo parce que je peux pas m'étendre trop longtemps dessus vu qu'on conclut là le webinaire. Mais donc c'est Start with Why de Simon Sinek. Et cherchez un petit peu votre why, pourquoi vous êtes commercial de cet établissement. De nouveau, on n'est pas sur de l'ikigai ou sur des choses trop compliquées. Hein. Ça peut être aussi pour des raisons pratiques, financières. C'est OK, mais juste soyez alignés sur pourquoi vous êtes là, pourquoi vous le faites, de manière à ensuite pouvoir mieux vous construire autour de ça de manière sereine et ainsi mieux conseiller vos clients. Et en référence anglaise, j'en ai une autre. Alors, c'est un livre. C'est pour ceux qui ont envie de pratiquer leur anglais en même temps. Ça s'appelle Sales Pitch. Et je pense que ça doit exister en audiobook. C'est April Dunford. Voilà. Et ça vous aide vraiment à construire tout votre discours et votre posture. C'est vraiment un livre de comment faire. Nous, il est dans notre bibliothèque Booking Check pour nos équipes en interne. Donc, c'est un livre qu'on recommande chaudement. Ah, super. Mais attends, je vais en rajouter un dans la liste aussi qui est très bien. Après, on vous laisse aller manger. Super. Daniel Pink, qui est aussi en américain, hein, mais qui dit « To sell is human » et qui explique qu'en fait, aujourd'hui, il y a 2 catégories de métiers. Il y a ceux qui vendent de manière officielle, donc les vrais salespeople comme nous aujourd'hui, et tous ceux qui vendent mais sans s'en rendre compte. Et finalement, vous vous rendrez compte en creusant un peu cette posture commerciale qu'on est tout le temps en train d'influencer, de recommander, que ce soit à la maison, nos enfants, les enfants. Finalement, en fait, cette posture commerciale, c'est une posture humaine d'influence, de conseil, de recommandation, d'orientation. Et c'est la même qu'on vous demande juste d'avoir pour en faire votre métier. Donc, amusez-vous avec aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Maude. Merci à tous d'être venus. Je vois que Lucie commence à faire des petits messages. Tout sera bien sûr conservé précieusement sur le web. Donc, vous nous retrouverez en vidéo YouTube, mais aussi en épisode podcast pour ceux qui préfèrent écouter ça tranquillement dans la voiture ou au bureau quand on vide la boîte mail. Clin d'œil. Et à très vite pour un prochain webinar. On a un planning sur l'année, donc on a bien compris que ça vous plaisait et il y en aura tous les mois. À très bientôt. Merci. Merci à vous.